Bruno Leroux est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour, et merci d'être avec nous. C'est dans le Parisien ce matin. Martine Aubry au Quai d'Orsay, la surprise du remaniement qui pourrait intervenir jeudi ou vendredi. C'est sérieux? D'abord, je n'en sais rien, mais quand on ne sait pas, on fait des unes. Or, la chose dont je peux vous dire que je suis sûr, c'est que le Parisien, pas plus que d'autres journaux, ne savent aujourd'hui ce qui va être les propositions, ce que vont être les propositions du président de la République et du Premier ministre. Alors, je comprends que pour vendre du journal, on fasse les unes et qu'on les fasse les plus grosses possibles, mais bien entendu, je ne confirme pas et je dis que c'est des éléments pour vendre du papier. Ah, c'est satané médias. Hein. Non, mais il faut trouver. Dur, hein. Tous les jours, c'est dur de les affronter tous les jours. Mais tous les jours, il faut trouver une information. Mais bien sûr. Alors, pour être plus précis, ce que dit le Parisien, c'est que Martine Aubry accepterait d'entrer au gouvernement, qu'elle aurait proposé ses services. C'est pas tout à fait la même chose. C'est de la science-fiction ou le fait qu'elle puisse envisager d'entrer au gouvernement compte tenu de la rivalité qui l'oppose à François Hollande? Mais est-ce qu'il y a maintenant un peu plus de 3 ans, on disait la même chose de Laurent Fabius et de François Hollande, on disait exactement la même chose. Était venu en plus un certain nombre de petites phrases abondamment relayées. Quel a été le résultat de l'action qu'ils ont menée? Parfaite. Laurent Fabius a été un très grand ministre des Affaires étrangères, avec la confiance totale du président de la République et une loyauté sans faille dans son fonctionnement. Donc on voit bien que ces questions-là, quand nous sommes ensemble dans le même parti, l'essentiel, c'est de partager le projet qui est aujourd'hui mis en œuvre par le président de la République. Donc c'est ça la question. Non, mais ça pourrait prouver que finalement le Quai d'Orsay sous Hollande, c'est un poste pour un rival ou ancien rival avec qui voilà, on peut finalement travailler. En tout cas, ça a été le cas de Laurent Fabius et ça pourrait être le cas de Martine Aubry. C'est le Parisien, mais ça on sera fixé rapidement. Mais il me semble, avait raison. Mais il me semble que Martine Aubry soutient l'action du président de la République. Oui, et donc c'est pour ça. Mais si c'est du bout des lèvres, alors il n'est pas possible de travailler en confiance. Mais si ce n'est pas du bout des lèvres, pourquoi voudriez-vous que je demande quelque chose qui d'abord n'a pas de réalité aujourd'hui, mais qui bien entendu, parce que nous sommes dans le même parti, dans le même camp, peut se passer éventuellement. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Donc, ça pourrait aussi rééquilibrer le gouvernement un peu à gauche, quoi. Il n'y a pas besoin d'être rééquilibré à gauche. Un peu quand même. Et vous savez, quand on met en place la prime d'activité et que les premiers versements arrivent aujourd'hui, on en reparlera peut-être sur les initiatives de bénévolat qui ont été proposées par la droite. Mais quand on fait la politique que nous menons, on n'a pas besoin de rééquilibrer. Par contre, on a besoin de tout le monde. Et on a besoin de tout le monde pour défendre ce que nous faisons. Et donc, si ce gouvernement nouveau doit être l'occasion d'un élargissement, je m'en féliciterai, bien entendu. Dans le Parisien, on peut aussi lire d'ailleurs que c'est un article que Manuel Valls, finalement, veut la peau de François Hollande. Il y aurait comme ça une espèce de petite conspiration. Ce sont des Hollandais historiques qui témoignent anonymement, je le précise, pour être précis, pour être parfaitement précis, et qui disent que voilà, Manuel Valls pourrait travailler à la perte de François Hollande. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord que l'anonymat, moi je demande toujours quand je m'exprime sur ces éléments-là, à ce qu'il n'y ait pas d'anonymat. Il faut assumer ce que l'on pense et ce que l'on dit. Moi je travaille dans une relation qui est une relation parfaite avec le Premier ministre. D'une grande clarté sur les discussions que nous pouvons avoir, sur la façon dont la majorité aujourd'hui soutient ou dont elle peut vouloir bouger un certain nombre de textes. Parce que nous faisons évoluer à l'Assemblée nationale tous les textes. Et si je les fais évoluer avec mon groupe, c'est en coordination avec le Premier ministre. La question, c'est est-ce que François Hollande ne pourrait pas être tenté de se séparer de Manuel Valls à l'occasion de ce remaniement? Mais il n'y a, à mon point de vue, il n'y a aucune raison à cela. Et donc pour moi, ce cas de figure n'existe pas, non simplement parce que Manuel Valls est aujourd'hui un Premier ministre qui est soutenu par sa majorité, mais c'est un Premier ministre d'une loyauté parfaite avec le président de la République. Et donc je vois bien qu'une nouvelle fois, quand on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ou 3 jours, on en est réduit à faire un certain nombre de suppositions, un certain nombre de prévisions, et plus les prévisions sont grosses, et plus elles font parler, mieux elles sont. Tout cela, ce n'est qu'articles qui ne reposent sur aucun fondement. Pour finir sur le remaniement, les écologistes, vous souhaitez qu'ils reviennent? Je souhaitais qu'ils ne partent pas. Donc, bien entendu que je souhaite qu'ils puissent revenir. Leur place est avec nous aujourd'hui au gouvernement, notamment quand nous avons défini la politique en 2015 de développement durable, de bataille pour l'écologie, de réussite de la COP21 et de mise en œuvre aujourd'hui des décisions de la COP21. Moi, je souhaite le faire avec les écologistes. Et vous ?
Et vous avez votre portable sur vous, là, au cas où on vous appelle quand même, Non, jamais sur un plateau. Non, c'est bien. Donc il est à l'extérieur. C'est aimable. Non, mais il peut sonner à tout moment pour qu'on vous demande d'entrer au gouvernement. Mais il sonne à tout moment. Oui, non, mais ça, je vous le souhaite. Mais il sonne à tout moment avec les appels du Premier ministre ou quelquefois même du Président. Mais c'est justifié par la responsabilité qui est la mienne. Que vous allez rentrer au gouvernement ? Je ne sais absolument rien. Je ne suis demandeur. On vous a rien dit ? Je ne suis demandeur de rien. Est-ce qu'on vous a dit prépare-toi ? Non, je pense que comme tous ceux qui prétendent savoir, la seule réalité, c'est que personne aujourd'hui, que nous sommes dans une révision constitutionnelle et que personne n'a été appelé. Si on vous appelle, si le président vous appelle ou le Premier ministre, vous dites oui ? Mais je discuterai. D'abord, je ne dis pas oui sans savoir les propositions qui sont faites. Bon. Et donc, je regarderai s'il y a une proposition, si elle correspond à ce que je fais, ce que je veux faire, ce que je sais faire. Et aujourd'hui, ce que je fais, j'ai envie de le continuer. L'Assemblée nationale a voté hier soir l'article 1er du projet de révision constitutionnelle visant à inscrire dans la loi fondamentale le régime de l'état d'urgence. Bon, c'est passé. Ça, c'est une première étape. C'est une première étape, puisqu'aujourd'hui, il y a les débats sur l'article 2, c'est-à-dire la déchéance de nationalité pour les terroristes, et que ce projet comprend 2 articles, pas un seul. Donc nous avons fait la moitié du chemin de la révision constitutionnelle. Vous menez à la mi-temps. L'article 1er a été adopté par 103 voix contre 26. Oui. Ils étaient où, les autres députés Écoutez, moi je ne veux parler que de mon camp. Nous étions mobilisés sur les 103 voix. Il y en a 96 qui sont les voix des députés socialistes. Je regrette que l'opposition ne prennent pas part à ces débats. Je le regrette. Vous êtes tous fautifs, là, pardon, Bruno Le Roux, mais sur un texte aussi important, aussi crucial, ça fait des semaines que vous nous expliquez, vous et tout le monde d'ailleurs, que ce texte est absolument fondamental. 129 députés sur, vous me dites, si je dis une bêtise, sur 577, ça fait quand même 448 absents. Je veux rétablir la réalité. Le vote sur le texte, il aura lieu demain. Demain, à l'Assemblée nationale. Là, nous sommes sur une discussion sur le texte, après qu'il soit passé en commission. Et si vous ne pensez pas que ça méritait une exception, même si, en général, vous avez raison. Regardez ces images. Vous avez raison, ça se passe en général comme ça pour ce genre de texte. Mais est-ce que ça ne méritait pas, ce texte-là précisément, que tout le monde soit là ? Ou en tout cas, plus que 129 députés. Ça a choqué beaucoup de gens. Oui, mais je pense à juste raison. Quand on est en état de guerre, quand on va réviser la Constitution, je pense que cela demande la présence de tous les parlementaires. Et je ne me félicite pas qu'il y ait eu plus d'une centaine de parlementaires socialistes pour simplement 10 parlementaires de l'opposition. Je ne me félicite pas de cela. Je ne trouve pas cela normal. Et je pense que chaque député doit prendre ses responsabilités dans ce moment-là. Okay, parlons des vôtres alors, parce que vous absolument n'avez pas la responsabilité de ceux des Républicains ou autres. Sur les vôtres, ça savez quoi, un tiers était là, quoi. J'avais un tiers du groupe qui était en séance hier soir. Ils avaient mieux à faire que de Non, il y avait des députés, notamment des députés qui viennent de provinces qui n'étaient pas encore arrivés à Paris. Nous étions un lundi et ils avaient des réunions en circonscription. Un certain nombre d'autres étaient dans l'Assemblée à préparer leurs interventions pour aujourd'hui sur l'article 2. Et aujourd'hui, j'espère qu'il y aura plus de monde en séance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un vote net hier. Alors qu'on nous disait, l'article 1, il va y avoir des difficultés, il y a eu un vote très très net hier, comme il y aura un vote très très net aujourd'hui et demain pour la révision. La deuxième partie, la déchéance de nationalité, ça va passer ? Oui, ça doit passer. Non, mais ça doit passer ou ça va passer ? Ça va passer, parce que cela doit passer. La responsabilité, c'est de déchoir les terroristes. C'est-à-dire ceux qui auront été... Non, parce que... Bruno Le Roux, pourquoi est-ce que j'appuie Ne nous refaites pas le débat, parce que sur le fond, tout le monde a compris. Non. Pourquoi on me dit toujours la déchéance pour les Français. Pourquoi il y a encore un doute aujourd'hui ? Pourquoi certains, dans votre camp, ne veulent pas voter ? Est-ce que vous êtes en train de les rassembler ? Est-ce que vous êtes en train de leur parler, de les appeler les uns après les autres ? Comment ça se passe ? Parce que j'appelle d'abord, un à un tous les députés, pour leur dire que cette mesure est importante pour le président de la République, pour les Français, et pour le signe qu'elle doit donner sur le pacte républicain rompu par des terroristes, que nous y avons apporté toutes les garanties, le juge judiciaire, une peine complémentaire, l'égalité entre tous les terroristes, pour qu'il n'y ait pas un traitement d'un côté qui stigmatiserait des binationaux par rapport à des Français. Donc tout ce que, notamment les socialistes, mais aussi l'opposition demandait, a été respecté. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas à finasser. Il faut avoir une position forte. Il faut avoir une position qui soit unie à gauche et unie à droite. Alors,
soyons simples et clairs. Si des socialistes, frondeurs, ou, on va les appeler comme ça, puisque c'est leur détermination, s'ils ne votent pas ce texte, ça change quelque chose ou pas? Mais c'est une faute. Non mais est-ce que c'est une faute définitive, j'allais dire? Est-ce que c'est le carton rouge? Mais je veux raisonner en politique. C'est une faute aujourd'hui, dans le moment que connaît notre pays, qui est un état de guerre contre Daesh, de ne pas soutenir le gouvernement après qu'il ait entendu les parlementaires. Voilà, la phrase est très claire. Nous avons été entendus par le gouvernement et ce serait une faute politique que de ne pas soutenir le gouvernement sur cette révision constitutionnelle. Et donc chacun assumera derrière et chacun prendra ses responsabilités. C'est ce que je vais redire ce matin avec le Premier ministre, aux membres de mon groupe, dans la réunion de groupe. Ouais. Là, les frondeurs, ils sont quoi? Ils sont à 2 doigts de basculer. Où est-ce qu'ils en sont là? Vous leur dites non, quoi, certains sont opposés. Il y a ceux qui sont opposés sur tout. Ouais. Donc ceux-là, j'ai du mal à les convaincre. Même quand on ne fait rien, ils sont contre. Donc j'ai beaucoup de mal. C'est par principe. Et puis, il y a des députés qui continuent à dire... Est-ce que cette déchéance s'applique bien à tous ceux qui seront condamnés pour terroristes? Est-ce qu'elle ne crée pas une inégalité aujourd'hui qui pourrait être ressentie par un certain nombre de nos concitoyens? Cela, je veux continuer à les rassurer et à leur dire que non, il n'y aura pas la moindre inégalité produite par ceux que nous allons voter. Êtes-vous allé trop loin vendredi lorsque vous êtes... engueulé, disons le mot, avec le député frondeur Pascal Cherki. Alors vous lui avez demandé d'aller s'asseoir dans les rangs de la droite. Du coup, il y est allé. Non. Est-ce que ça a créé un incident que vous regrettez aujourd'hui? Parce que du coup, c'est pas facile au moment où les votes doivent intervenir. Mais pas du tout. Moi, je dis les choses toujours très clairement et je ne me cache jamais derrière mon petit doigt. Pascal Cherki, au moment où la position du groupe a été annoncée par M. Bellucci, qui en est le responsable, Pascal Cherki a dit « mais il n'y a pas de position de groupe ». Comme s'il n'y avait pas une position du groupe à soutenir le gouvernement sur cette réforme. Mais ce qui est plus drôle, c'est que même quand il y a une position du groupe, M. Cherki ne la respecte pas. Et donc je lui ai fait remarquer qu'il pouvait, s'il voulait, aller s'asseoir à côté de ceux qui combattaient le gouvernement, ce qu'il a fait d'ailleurs par un trait d'humour dans les minutes qui ont suivi. Donc moi, j'ai l'habitude de dire les choses très clairement. Et quand on est contre pour de mauvaises raisons, ou quand on essaye de faire croire qu'il n'y a pas de position du groupe, je dis toujours les choses très clairement. Et ça ne provoque toujours pas de cassure définitive, d'exclusion ou de rupture. Mais moi, je n'ai jamais... Passez votre temps à vous opposer. Et évidemment, vous êtes toujours dans le même groupe. Non, nous ne passons pas notre temps. C'est une vision du débat démocratique qu'on peut saluer, mais enfin qui... Nous passons trop de temps à discuter, mais nous avançons. Et malgré tous ceux qui s'opposent depuis maintenant plus de 2 ans, nous avançons sur chacune des réformes. C'est ce qu'ils devraient comprendre. La stratégie qu'ils ont est une stratégie qui brouille les messages que nous voulons passer, mais qui n'empêche pas la majorité d'avancer. Et donc, à partir du moment où cela n'empêche pas d'avancer, eh bien moi j'avance. Et je ne me soucie peu de ceux qui sont là pour bloquer les choses. Et quand celui qui exclut, c'est toujours le premier qui exclut qui a tort de toute façon, y compris les explications que vous me demanderiez dans ce cas-là, elles feraient toute l'émission. Pour que les choses soient claires, là, vous avez encore un doute sur le fait que ça peut passer ou pas? Je n'ai aucun doute sur le fait que l'article 2 passera et que la réforme sera votée demain à l'Assemblée, je l'espère, par déjà une majorité des 3/5 des députés. Donc, Versailles? Je l'espère, rapidement. Rapidement. Oui, il faut cette révision. Versailles, on ira quoi qu'il arrive? Ou est-ce que la convocation du Parlement ne se fera que si vous êtes sûr de faire passer cette révision constitutionnelle? Vous savez, le premier vote à l'Assemblée et celui au Sénat montreront les députés et les sénateurs qui soutiennent cette révision constitutionnelle. Et donc, à partir de là, il sera possible ou non de convoquer un congrès. Moi, je souhaite qu'il soit convoqué pour que chacun soit amené à prendre ses responsabilités. Je n'oublie pas que c'est suite au 13 novembre, faut-il le rappeler, et à des dizaines, centaines de morts et de blessés, que nous menons cette révision constitutionnelle parce que nous sommes aujourd'hui, au moment où je vous parle, encore sous la menace d'attaque de Daesh. C'est pour cela que nous faisons cette révision. Bien. 2 questions pour terminer. Marisol Touraine s'est opposée à cette initiative du Haut-Rhin, ce département qui veut conditionner le RSA à des heures de bénévolat. Il est question de 7 heures
par semaine pour pouvoir bénéficier de cette allocation. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je donne totalement raison à Marisol Touraine. On voudrait faire croire avec cette initiative que ceux qui bénéficient du RSA n'ont pas d'obligation. Ils ont l'obligation de rechercher un emploi. Ils ne peuvent pas en refuser plus de deux. Quand deux offres. Ils ont l'obligation de s'inscrire dans un parcours d'insertion ou de formation. Et donc, cet oxymore qui a été créé par ce département du bénévolat obligatoire n'est pas aujourd'hui quelque chose d'acceptable. Par contre, cette semaine, en deuxième lecture, va être revoté à l'Assemblée nationale le texte que nous avons discuté avec ATD Quart Monde qui vise à faire en sorte que les chômeurs de longue durée se retrouvent dans une activité parce qu'on va transformer les indemnités, les allocations qu'ils reçoivent en salaire. Ouais. Là, ce n'est pas du bénévolat, c'est de l'activité contre un salaire. Ça, c'est une proposition intéressante. C'est pas un piège, là, dans lequel vous êtes en train de tomber, le fameux débat sur l'assistanat, en refusant ce principe, est-ce que vous ne tombez pas dans le piège tendu par certains, Laurent Wauquiez, qui depuis longtemps en a fait son cheval de bataille? Mais justement non, parce que j'ai la réponse la plus complète qui soit. 7 heures, c'est quoi, au fond? 7 heures par semaine du bénévolat? Le bénévolat, ça ne peut pas être obligatoire. Et quand il y a une activité, il doit y avoir une contrepartie en matière de salaire ou d'indemnisation. Et c'est pour cela que je vous dis que les bénéficiaires du RSA ont aujourd'hui des obligations et que je préfère la loi qui va être votée. Elle est d'ailleurs votée par la majorité, par l'opposition à l'Assemblée nationale, la loi dont je vous parle, à l'initiative d'ATD Quart Monde. C'est peut-être là-dessus qu'on devrait se rassembler. Dernière question, la primaire. Alors, feuilleton interminable. Alors, hier soir, le Bureau national du PS se dit prêt à participer à une primaire qui réunirait toute la gauche de gouvernement, donc du PS au PC, sans Mélenchon. Ça ne devient pas un peu, pardon, mais ridicule, cette affaire? Mais nous, la primaire, ce n'est pas nous qui l'avons lancée. Oui. Bon, donc après, le ridicule ne peut pas être assumé par ceux qui disent, mais pourquoi pas? Nous avons inventé la primaire. C'est nous qui l'avons mis en place, donc nous n'en avons pas peur. Simplement, nous essayons, dans un débat qui est cacophonique, de dire quelles sont les conditions d'une primaire pour gagner. Pas d'une primaire pour perdre. Pas d'une primaire pour empêcher un candidat, notamment le président de la République. Et donc, nous essayons de prendre ce débat au sérieux. Il n'a pas été posé avec tout le sérieux qu'il fallait au début, puisque c'était une primaire pour exclure les socialistes. Eh bien non, nous avons été les premiers à mettre en œuvre cette primaire et nous voulons définir les conditions pour la réussir. Merci beaucoup Bruno Leroux, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Tout de suite Amandine Bégaud pour l'essentiel de l'actualité.